Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Des opposants politiques derrière les barreaux et devant la justice, on ne les compte plus sous le régime Talon. Au lendemain du très controversé scrutin de 2021, il se serait considérablement accru leur effectif à deux ou à ceux qui, mesdames, messieurs, demandent de laisser la justice faire son travail d'aucun rectoc que la justice béninoise a vécu. Le récent non-lieu à un opposant reconverti, chantre du régime au pouvoir, aura relancé de plus belle le débat. Et c'est le sujet, justement, au menu de votre émission du jour. Opposant politique au Bénin, une justice du deux poids, deux mesures. Regard croisé tout de suite et maintenant d'un analyste politique et d'un homme de droit. À ma droite, Daniel Kenom. Ça fait un moment par ici. Enseignant, il est analyste politique. Monsieur Daniel Kenom, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Ça fait un moment, effectivement, mais je suis revenu à mes anciennes amours. Ça fait plaisir de le savoir. Merci vraiment pour la disponibilité. En face de vous, il n'est plus à présenter Landry Angelo Adelakou, juriste. Il est consultant en droit humain. Il a accepté d'être des nôtres. André Angelo Adelakou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs de Sika TV et bonjour monsieur. Heureux de vous avoir à nos côtés ce matin sur un sujet qui revient sans cesse. Oui, la justice béninoise est-elle véritablement libre? Le débat a une fois encore été relancé. Monsieur Daniel Kenom, ce débat qui ne cesse de rattraper les Béninois, comment vous l'expliquez? Merci, monsieur le journaliste. Vous avez choisi pour ce plateau que l'on opine sur la question de la justice, un peu dans sa posture de crédibilité. Tout à fait. Est-ce que la justice béninoise joue le rôle qui lui est effectivement dévolu? Ou est-elle une justice entièrement partisane, dépendante, ne défendant que les causes du gouvernement en place? Un peu comme ça. C'est un peu ma perception de la thématique qui retient notre attention. Je dirais que la justice béninoise est une justice crédible. Et je sais de quoi je parle parce que dans le débat, des exemples seront exhibés pour montrer que la justice fait son travail et que les tirs croisés, les tirs qu'on envoie, les tirs rouges pour abattre et montrer que la justice béninoise n'est pas crédible, sont des tirs qu'on peut aussi comprendre parce que nous avons une habitude, l'imaginaire humain est habitué à beaucoup parler plus excellemment de ce qu'il ignore profondément. C'est ça, merci. C'est donc sur des préjugés que l'on cherche à opiner, on parle seulement sans pouvoir apporter des preuves tangibles à ce qu'on dit. Or, nous sommes dans un univers sensible où le mot diffamation a aussi son sens. Tout à fait. Merci. On va relancer davantage le débat, comme je le disais, mesdames, messieurs, le dossier de non-lieu récemment rendu par la justice. Oui, monsieur Angelo Adelakou, la polémique qui renaît de plus belle autour de l'indépendance au nom de la justice, comment le juriste l'apprécie.
Oui, je pense que c'est un débat qui a toujours été d'actualité dans tous les pays, dans tous les pays du monde, même les pays qui sont réputés des pays de grande démocratie, de droits de l'homme et autres, c'est toujours, cela arrive. Il arrive que l'on veuille savoir s'il y a une certaine crédibilité par rapport à la justice et autres. Maintenant, quand on revient dans le contexte béninois, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments qui fondent cette position, ces doutes ou ces questionnements carrément de nos compatriotes qui veulent savoir si aujourd'hui, au regard du déroulement des faits dans notre pays, nous avons une justice suffisamment crédible, une justice qui suffisamment répond aux aspirations du peuple. Alors, lorsque vous prenez déjà, comme je l'ai rappelé à ma dernière occasion ici, que sur la base du principe de séparation de pouvoir, l'on a voulu faire une sorte d'équilibre entre les pouvoirs, parce que l'on a constaté en Grande-Bretagne à l'époque que le fait d'avoir concentré les pouvoirs dans les mains d'un souverain était quand même exagéré. On a vu des abus. Et donc, pour limiter ce pouvoir, et bien évidemment, dans la logique de Montesquieu, de John Locke ou même de Hobbes ou carrément de Rousseau, on a dit qu'il faut aller à la séparation des pouvoirs. Mais après, il y aura ce qu'on appelle collaboration fonctionnelle. Est-ce que dans le cas du Bénin, cette séparation qui a laissé place en temps à une collaboration fonctionnelle, elle est toujours la même? Je doute que l'on ne puisse répondre par l'affirmative, parce que nous avons eu le temps de constater, par exemple, quand vous prenez les faits, là je serai factuel comme d'habitude, lorsque vous prenez la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons vu ici que, contrairement à ce qu'a proposé le candidat, je parle bien du candidat, Patrice Talon, dans les alentours des années 2015-2016, nous avons observé l'entrée de force, je le dirais ainsi, des halogènes, donc des gens extérieurs à la profession des magistrats qui ont fait leur entrée, alors qu'on nous avait proposé par exemple de rendre fort le Conseil supérieur de la magistrature pour que le président de la République, qui est par ailleurs le numéro 1 de ce conseil, n'ait plus les pleins pouvoirs pour opérer comme cela se faisait avant 2016. Et il faut dire que c'est une option qui a été adoptée par un nombre de pays, même sur le continent africain, mais le Bénin, au lieu de respecter cette promesse, a préféré renforcer davantage en mettant des halogènes comme des ministres de l'économie et autres. Bon, cela aussi a des raisons. Quand on est du côté de l'exécutif, on peut comprendre. Mais après cela, lorsque vous avez vu tout ce qu'il y a eu en ce qui concerne l'organisation judiciaire, comment est-ce qu'on a traité les cas, comment est-ce que finalement l'on a l'impression, je dis bien l'impression, que certains magistrats ne sont pas suffisamment libres. C'est l'impression que l'on a. Est-ce que c'est effectivement le cas? On peut essayer de se questionner, d'aller au fond pour voir, mais pour le moment, lorsque vous faites la lecture et au regard des décisions qui sont prises, et vous constatez qu'il y a quand même suffisamment de raisons de douter de l'indépendance, de la crédibilité, de l'impartialité de la justice béninoise. Quoique, avec un peu de recul, on peut aussi considérer que ceux qui balancent ces arguments peuvent parfois être subjectif. C'est ça. Alors, on va aller, comme vous l'avez tous suggéré, sur du concret et apprécié. Alors, refait surface cette polémique, le récent non-lieu. Récent non-lieu à qui? À l'homme qu'on ne présente plus précédemment candidat à la présidentielle, ensuite opposant farouche au régime, M. Bertin Korovi, dans ce dossier qui a fait agiter la République pour des faits qu'on ne rappelle plus. Mesdames, Messieurs, l'homme désormais peut circuler librement. Monsieur Daniel Kunom, sur ce cas, avant d'aller à d'autres cas, comment appréciez-vous la décision et la polémique qui s'ensuit? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre directement à votre question, j'aimerais souligner 2 à 3 points évoqués par mon vis-à-vis, des points qui alimentent et qui me donnent un peu de support. Je commence par dire que dans n'importe quel pays, dans aucun pays, la justice n'est indépendante. Et on ne peut l'avoir à 100%. Même les pays qu'on appelle pays à tradition ou de tradition démocratique. Les références à Montesquieu et autres, ça passe. Il utilise le terme doute et impression. Cela veut dire que ce sont des termes connexes à ce que j'appelle les préjugés. Le sentiment que l'on a d'abord avant d'aller vérifier la chose. De façon scientifique, il lui fallut aller vérifier. Et je pourrais en appeler à faire appel aux journalistes pour qu'ils aillent au dossier
des dossiers concrets, faire des enquêtes judicieuses et rendre compte à la population de ce que la distance ou le rapport entre la justice et la politique est un rapport de telle nature. Je reviens maintenant au non-lieu, proprement dit. Le non-lieu de Corvi-Bertin est, on dira, une preuve de l'indépendance de la justice. Parce que ce pourquoi il a été poursuivi ou il aurait été poursuivi, c'est après que moi j'ai vu monsieur très critique qui tirait à boulet rouge. Mais il est dans son droit. Il n'est pas obligé de suivre à 100% ce que fait le gouvernement. Il a le droit, il a le devoir de dénoncer, de dire ce qui ne va pas. Et ce n'est pas parce qu'il aura dénoncé seulement qu'on pourra le suivre. Parce que la justice a cet élément fondamental. L'élément fondamental qui fonde la crédibilité de la justice, c'est le principe de la contradiction. Il ne suffit pas d'incriminer, de faire de quelqu'un une victime, de l'amener. Dans un premier temps, tant que le dossier n'est pas évacué ou jugé, il n'est pas jugé, il n'est pas accusé, il est prévenu. Les juges procèdent par voie pédagogique. Envoie le dossier d'abord à la brigade criminelle pour une enquête préliminaire. C'est à ce niveau qu'on apporte les preuves de ce que le plaignant veut qu'on fasse. Et après, on procède à l'étude et à l'analyse cas par cas. Dans tous les pays du monde, l'imaginaire, pas béninois, humain, est habitué à croire que lorsqu'on parle de l'adjectif politique, il y a du fou. Et on doit pouvoir les comprendre parce que c'est un domaine très complexe. Parler de la politique, c'est parler d'un univers qui est différent de l'univers religieux, de l'univers moral, de l'univers économique, car les jeux qui s'y jouent et les rapports qui s'y mènent sont si délicats et ne peuvent être compris que par rapport aux circonstances dans lesquelles tel acte a été posé, telle action a été menée. La polémique après le non-lieu ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi ne devrait-il pas avoir lieu? Certains citoyens, il a été porté au tribunal, on a jugé, il est non-lieu. Si c'est non-lieu, c'est que cela s'est passé en Côte d'Ivoire. Celui qui a fait 10 ans à la CPI, il est revenu, non? Tout à fait. Cela, c'est déjà la preuve que la justice, quelque part, fait son travail et prend son temps pour aller de façon pédagogique. Et les voies souvent utilisées par les magistrats, que je salue, je remercie au passage, c'est des voies d'apaisement. D'apaisement. Alors, même question à vous, monsieur Landry Adelakou, sur ce dossier, après ce non-lieu, la polémique n'était plus censée avoir lieu. C'est cela, on peut dire? Oui, je voudrais me permettre aussi de lever une équivoque rapidement avant de revenir à votre question. Si je l'oubliais, veuillez bien me la rappeler. Il n'y a pas de problème. Le professeur a parlé tout à l'heure, il a pris quelques bouts. Il a pris quelques bouts de mon intervention pour tirer une conclusion que je ne partage pas malheureusement. Et il a constaté avec moi, que je l'ai dit dès le départ, que dans toutes les grandes démocraties, les pays réputés de droits de l'homme, les débats sur l'indépendance de la justice, sur sa crédibilité sont toujours d'actualité. Et ça, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et donc, je l'ai dit, et je le reconnais, je l'avoue. C'est comme ça. Parce que j'estime que nous sommes là pour parler de façon franche à nos compatriotes et non pour plaire à quelqu'un ou bien pour ne pas plaire à l'autre. Et donc, quand on a compris cela voudrait dire que l'on prenne les États-Unis, que l'on prenne la France, il y a des indices, toujours, et même à l'instant où nous parlons, qui font que l'on doute par moment de l'indépendance de leur justice, de la crédibilité de la justice. Et donc, il ne s'agira pas de vouloir faire de comparaisons un peu comme ça. Mais après, quand il dit que nous avons utilisé par exemple un vocabulaire proche du doute en parlant de doute et autres, donc l'incertitude. Je pense que dans une démarche sur un plateau de télévision, il est toujours mieux d'aller dans une approche hypothético-déductive parce que nous ne sommes pas venus ici avec des éléments de preuve. Mais après, il a tiré conclusion de la décision de l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié M. Bertin Corvi pour conclure que la justice béninoise, elle est indépendante. Et bien là, moi, je ne suis pas dans cette logique. Nous ne pouvons pas, sur un plateau de télévision, prendre une décision, une ordonnance de non-lieu qui a été rendue par des juges dans un prétoire ou carrément dans son cabinet et conclure de facto, sans aucune réserve,
que c'est une preuve de l'indépendance de la justice béninoise. Non, je ne partage pas cet avis. Je pense que, moi, et c'est ma démarche, il faut souvent mettre des bémols par rapport à certaines situations. Je vous donnerai les exemples pour être factuel. J'ai dit qu'il faut être factuel. Monsieur Bertin Corvi est accusé des faits qui datent de 2018-2019 par là. Il y a eu des audios en 2018. Il y a eu également des audios, ce qu'on a appelé incitation à la haine et à la révolte, à la rébellion. En 2019. Et après, en 2019, nous avons constaté ce que nous avons constaté. Où des compatriotes dans notre pays, ou des compatriotes, parce que ne partageant pas ce qui se passait, et malheureusement, se sont vus dans une situation où certains ont dû laisser leur vie, ou d'autres, jusqu'à aujourd'hui, en portent encore les séquelles. Et donc, la justice a décidé de poursuivre ce compatriote, déjà que nous pouvons considérer que ces audios étaient un commencement de preuve. Tu as appelé à l'insurrection, à la révolte, mais nous avons vu, donc un commencement de preuve. Alors, il y a eu un mandat d'arrêt parce que M. Corvi n'était pas ici. Vous savez, il fut conseiller à l'image du président équato-guinéen ou bien Nguema Mbasogo, vous le savez très bien. Et vous avez vu la suite des événements. Et donc, le mandat d'arrêt a pour but de mettre la main sur l'individu recherché par le magistrat, et donc, en l'espèce, le juge d'instruction, et l'envoyer dans une maison d'arrêt. Et il sera présenté à la suite au magistrat pour qu'on puisse l'écouter, pour voir si éventuellement vous êtes réellement coupable, s'il y a des indices pour qu'on vous garde en attendant d'aller à votre condamnation. C'est cela. Alors, le mandat n'a pas pu être exécuté parce qu'après, vous avez vu, on l'a arrêté en Guinée et puis tout ça, après, il est allé de l'autre côté et puis il est revenu. Il est revenu alors que le mandat d'arrêt n'a pas été levé. Il faut être factuel. Alors que le mandat d'arrêt n'a pas été levé. Or, de façon technique, lorsque vous avez contre vous un mandat d'arrêt émis contre vous, partout où on vous voit, puisque le mandat d'arrêt, c'est l'ordre donné. C'est l'ordre donné à la force publique de mettre la main sur celui contre qui ce mandat-là est décerné, au fait de l'envoyer, comme je l'ai dit, dans une maison d'arrêt. On vous prend, on vous envoie dans une maison d'arrêt. Mais M. Bertin Corvi a eu la chance, il n'a pas été appréhendé ni en Europe ni en Amérique, et puis il est revenu au Bénin. Il a pris, je suppose, par l'aéroport. Il n'a pas été arrêté par la police de l'aéroport international Bernadette Ganti de Cotonou. Il a eu le temps de circuler dans le pays alors que contre lui pèse un mandat d'arrêt qui n'a pas été levé. Il a eu le temps d'aller rencontrer le chef de l'État à son domicile privé, quelque part à Cotonou. Il a eu la chance d'être reçu par le premier citoyen de ce pays, le président de la République, alors qu'un mandat d'arrêt courait contre lui. Je rappelle que la présidence de la République est gardée par les forces de l'ordre, donc la puissance publique. Il a eu le temps d'être reçu sur des chaînes de télévision comme Eden TV, Bénin Web TV et autres. Il a eu le temps d'apporter son soutien au chef de l'État. Le mandat n'a jamais été exécuté. Il a eu le temps d'accompagner le chef de l'État pour les campagnes, pour son nouveau mandat et dernier mandat qui est en cours. Le mandat n'a pas été exécuté. Mais après, on a quand même essayé maintenant de l'écouter. Vous voyez un peu, de l'écouter. Et on a conclu après qu'il fallait prendre une ordonnance de non-lieu à ne pas poursuivre. Je vous dis, tant qu'un mandat d'arrêt est en vigueur, il n'y a pas de demi-mesure. On vous arrête, on vous dépose dans une maison d'arrêt. C'est ça le sens d'un mandat d'arrêt, qui est différent d'un mandat d'amener, d'un mandat de dépôt. Si c'était un mandat d'amener, cela voudrait dire tout simplement que chaque fois qu'une force publique voit M. Bertin Corvi quelque part, on le prend et on l'envoie directement devant le magistrat qui a émis ce mandat d'arrêt. Et ce mandat d'amener plutôt. Mais ici, nous sommes en présence d'un mandat d'arrêt. C'est pour vous dire que tant que le mandat n'a pas été levé, il n'y a pas de demi-mesure. La personne contre qui ce mandat a été prononcé, a été décerné, doit être envoyée directement dans une maison d'arrêt. Monsieur Corvi a fait tout son temps ici et vous dites que quand on prend cette décision, nous pouvons conclure à l'impartialité, à la crédibilité, à l'indépendance de notre justice. Je pense qu'il faut être factuel. Je ne veux pas dire tout de go que la justice n'est pas indépendante, n'est pas crédible. Mais je voudrais que nous puissions prendre des éléments qui existent et apprécier. L'autre chose, c'est que monsieur le professeur se base sur une ordonnance de non-lieu et conclut que la justice elle est indépendante. Mais au fond, est-ce que nous savons comment est-ce que les affaires ont eu lieu? Si vous voulez être factuel, vous allez constater avec moi, et ça c'est parler des éléments factuels, ce ne sont pas des inventions, c'est que M. Bertin Corvi est arrivé, il a dit désormais, ses anciens compatriotes avec qui il se plaisait à faire de l'opposition et à s'opposer à tout et à rien, et que désormais, il faut accompagner les actions du chef de l'État, qu'il estime que l'économie fondamentale dont il est le porteur, en tout cas,
connue du peuple béninois est désormais prise en compte dans le projet de M. Patrice Talon, candidat à sa propre succession. Et par conséquent, il estime que c'est celui-là qui aujourd'hui peut permettre d'obtenir le financement pour le grand projet faramineux pour lequel il est rentré au pays. Et quand vous avez fini de faire ça, le monsieur, il accompagne les actions du gouvernement en place et donc du chef de l'État. Il a été reçu par tous ceux-là. Et après, vous voyez une ordonnance de non-lieu. Il ne s'agit pas d'être péremptoire, pour conclure, que la justice a été inféodée par les... Mais il s'agit de regarder les faits et se demander si ceux-là qui estiment que pour ce dossier, par exemple, la justice a manqué de crédibilité sont dans une mauvaise posture. Je pense qu'il ne serait pas fondé, en tout cas de ma part, de détailler techniquement que ceux-là sont infondés. Ok, on va revenir un peu en arrière. Oui, sur ces éléments, est-ce qu'on peut y trouver des éléments de doute et justifier la posture de certains qui se disent, mais là, il faut observer avec un peu de recul la justice? Qui doute a le droit de douter. Et c'est son droit. Et c'est son droit. Pas de conclusion autre mesure. Non. Maintenant, je peux continuer. Oui, ok, continue, oui. On a vu Bertin Covy dans un premier temps donner de la voix. Oui. Aujourd'hui, il est dans une autre posture qui n'est plus la première. A-t-il le droit de changer? Je ne sais pas. Je m'interroge. Ce qui s'est passé depuis l'extérieur jusqu'à il est rentré au pays avec la justice, je crois que sur ce plateau, je crois, je n'ai pas dit je pense, je crois qu'aucun de nous n'est capable de dire il y a eu des procédures, il y a eu des ceci qui ont fait que on est parvenu à cette conclusion de non-lieu. Mandat d'arrêt, d'accord. Alors, sur la question justement de mandat d'arrêt, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quelque part une fausse note, alors que le mandat court toujours, le juriste dit qu'on ne peut pas comprendre de façon technique qu'il y a un mandat d'arrêt toujours en cours et que l'homme est... J'ai beaucoup appris tout à l'heure. Il est juriste, moi je suis philosophe. Et il n'y a pas de philosophie sans le droit. La philosophie est le fondement de toutes les théories juridiques. Autrement, c'est pour dire que nous sommes dans un état où chacun a le droit de penser. J'aime bien le raisonnement. Mais il y a ce qu'on appelle la théorie et il y a ce qu'on appelle la pratique. C'est ça. Il y a des théories qui sont très belles, très bonnes, très fortes, mais qui ont des problèmes d'applicabilité. Ce qui ramène le magistrat, technicien, praticien du droit à revenir en lui-même. Lorsque, par exemple, on fait les cours d'assises, dans les cours d'assises, vous savez pourquoi on amène des doyens, des gens d'expérience, des notables qu'on appelle, je crois, les jurés? C'est pour ne pas suivre à la lettre ces grandes théories politiques, réformes d'outre-mer, projetées dans l'univers africain. Et que ces doyens qui viennent s'asseoir disent « Ah non, au regard de notre culture, au regard de nos réalités coutumières, nous devons. » Vous pensez que c'est ce qui a joué Là, je prends encore une de ces formules. C'est l'hypothèse qu'on avance. Et pour aller évacuer j'ai dit, il faudrait que nous puissions, nous Béninois, avoir le courage d'aller à la dénonciation. Mais avant de dénoncer quelque chose, il faut en avoir les preuves. La démonstration de mon frère est très très belle, mais avant que j'y adhère, est-ce qu'il est impossible ou interdit aux Béninois d'aller même au tribunal voir la nature du mandat d'arrêt? Je ne dis pas que le mandat d'arrêt n'a pas été émis. Est-il possible d'aller voir tout ce qui a été fait au dossier et même publier
Ce n'est pas impossible, on n'a qu'à le faire. Oui, en oui. tout cas, le dossier... Sinon, on restera trop théorique. Ok, le dossier continue, mesdames, messieurs, de diviser les Béninois. D'aucuns de dire la justice a fait son travail, d'autres de se demander si la séparation reste toujours effective. Puisqu'on est là pour des éléments pratiques, essayez, si possible, d'atténuer les doutes par rapport au regard que nombre ont de cette justice béninoise. Je reste avec vous pour... d'autres faits qui, d'après vous, devraient pouvoir amener au besoin les Béninois à mettre un peu des bémols. Qu'est-ce que vous auriez pu servir? Sur quel affaire, par exemple? Elles sont très nombreuses. Si vous n'en trouvez pas, je rebelote. Je vais d'abord l'universitaire. Oui, oui, je crois que mon ami a eu suffisamment de temps que moi. Okay. Le ministre j'ai bien fait de revenir vers le ministre français de la justice, l'actuel, oui. C'est Pelletti s'appelle, ou je ne sais pas. Éric Dupond-Moretti. Moretti. Oui. Je l'ai surpris dans une posture très dangereuse tout récemment à Paris, où il est sorti de son bureau, il est allé vers un restaurant prendre un café. Oh là Et il a été pris à partie. Oui. Vous avez suivi? On a suivi. On ne peut pas ne pas suivre. Et c'est quel schéma? C'est le schéma que, dans l'imaginaire humain, tous ceux qui sont autour d'un gouvernement sont taxés d'abord de faux. Parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Non, on doute. Mais le doute... Le citoyen part toujours sur des éléments. Quand on prend la... Mais le citoyen n'apporte pas les éléments. Vous avez vu la réaction des gens. Oui, oui. Oh, ben on n'a pas besoin de toi ici. Non, va là dans ton bureau. Ici, c'est un restaurant. Tout ça là. Il serait resté simple. Avocat, inscrit au barreau de Paris, qui viendrait au restaurant, qui jouirait de sa liberté. Mais le simple fait, là où vous êtes, M. Joël Yetonti, comme vous nommez ministre aujourd'hui, mais non, c'est dangereux. On croit que c'est dangereux. Parce qu'il faut aller vers les choses et approcher avant de... Les démarches... Monsieur Daniel Kenom, au même moment, c'est vrai qu'il y en a qui avancent ces thèses-là, mais au même moment qu'on le dit, on constate que d'autres ministres circulent librement sans avoir le même problème. Et il y en a de ces citoyens qui sont en train même de les embrasser. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a un problème au niveau de quoi? Même ministres appartenant au même gouvernement, il y en a qui vont au restaurant et les gens qui ont besoin, qui sont tentés de prendre des photos. Dans l'univers africain, c'est pas trop... ministres on n'a pas cette culture. Qui circulent et qui se font pris à partie. Au Ghana, l'ancien président James Rawlings, il circulait à travers la ville. Bon, ok. Parce qu'il se dit, il est estimé de son peuple et il fait ce que... Bref, c'est une question d'abord d'ici. D'ici. Ok, de mentalité. On reste au niveau... C'est un héritage culturel et cette partie, nous devons travailler à déposer cette partie pour aller vers la rationalité. Et la rationalité cherche l'objectivité. L'objectivité, c'est aller avoir des preuves. Ok. Et la démarche devient scientifique. Et mon ami est d'accord avec moi, la démarche hypothético-déductive. C'est la deuxième partie du programme de Terminal A. Merci. Je vous en prie. Alors, on reste avec des éléments probants. Les Béninois qui s'interrogent. Qu'avez-vous à partager avec eux? Peut-être on va prendre les dossiers brûlants de l'heure. Le dossier Bertin Korovi, vous avez servi chacun des éléments illustratifs. On prend les dossiers brûlants de l'heure. Le cas Rekia Madougou, vous avez suivi la 3e audience. Il y a le cas Joël Aïva. On revient sur ces dossiers-là, par exemple, qui nous amènent à assister à ce lever de bouclier. Qu'est-ce que vous en direz? La 3e, pas sortie, audience de Mme Rekia Madougou, c'est plus devant l'instruction. Et quand on dit le dossier va en instruction, c'est que le juge en charge du dossier se déclare incompétent pour le traiter à l'instant T où il est en face du dossier et de l'élément. Le dossier est renvoyé à l'instruction pour qu'il y ait plus d'éléments probants à confronter. Tout ça là montre qu'il y a un travail de fond qui se fait. Je suis curieux, j'aurais dû, honnêtement, travailler un peu avec la petite licence de droit que j'ai là. Mais je vois que... Parce que il faut aller là-bas pour savoir ce qui se passe. Bon, il y a des exemples qu'on ne peut pas sortir. Madame Rekia Madougou est dans une situation
où j'ai un peu regretté, j'ai regretté beaucoup de choses à ce niveau. Les regrets se font sur le fait que leur dossier ou le dossier de candidature des démocrates n'avait pas été retenu. Je peux partir. Sur la base de cela, je peux dire, ils ne sont pas candidats. Si tout ce qui a été fait a été retenu sur la base de ce que le dossier a été au moins, et maintenant ils sont allés en campagne, on comprendrait. Ils savent qu'ils n'avaient pas droit à la campagne parce que le dossier n'a pas. Et moi, mon impression est que c'est plus, quand j'analyse personnellement, je me dis que c'est le député Éric Mondete. Il y a certains propos qui n'ont pas rendu service aux démocrates. On dit il faut prendre, comment vous appelez, le quitus ou quoi? Le papier. Le parrainage. Le parrainage. On dit on ne prend pas. Vous ne prenez pas, mais voilà que c'est une conditionnalité pour que le dossier soit retenu. À l'instant T des faits, le gouvernement qui est là a établi un certain nombre de critères. Et en politique, c'est les rapports de force. Il n'y a pas de religiosité, ni de moralité. Non, il peut y avoir moralité, mais pas de religiosité. Il n'y a pas de sentiment. Bref, ils n'ont pas été. Mais lui, Éric Mondete a l'habitude de dire, nous ne prendrons pas de parrainage, et même si on nous en donnait, nous n'allons pas prendre. C'est des propos. Et vous voulez aller. Sur ce même plateau, j'ai dit que les opposants m'ont un peu déçu parce qu'ils nous ont offert beaucoup d'armes à la partie qui est là pour les abattre. Okay. Au moment où l'autre s'occupait à s'organiser, à travailler, à revenir, on s'occupe de ce qu'il fait alors qu'on devait aller, parce que pour gérer le pouvoir, il faut partir par un parti politique. Alors, puisque la question fondamentale qui nous unit aujourd'hui, c'est beaucoup plus la question de l'indépendance de la justice, dans ce dossier, vous pensez qu'il ne faut pas y voir la politique, mais purement un événement judiciaire? Je ne vois qu'un élément judiciaire parce qu'il revient au ministre de l'Intérieur de rentrer dans ses droits régaliens, d'assurer la sécurité du peuple. Sinon, on pourrait déjà être en guerre civile. C'est ça. Monsieur... c'est le point de vue de Daniel Quenom. Tout à fait, on est là, on est en analyse. Voilà. Donc, avant d'aller vers votre vis-à-vis, puisque la question c'est pourquoi encore toujours de polémiques autour de l'indépendance ou non de la justice? Et c'est la question du non-lieu qui a ramené ce dossier sur tapis. J'irai vers le juriste pour parler du cas de cette figure qui retient aussi l'attention. Mais avant, dites, l'autre point évoqué par votre vis-à-vis, à savoir que l'homme hier opposant, celui qui a bénéficié du non-lieu, devenir par la suite un rupturien bon teint, c'est des éléments aussi à ne pas négliger. Pensez-vous la même chose? Je pense... Hier, il était opposant, aujourd'hui, la vie est dans le changement. La vie est dans le changement. Merci beaucoup. Oui, je reviens sur ces cas qui sont aussi brûlants avant qu'on ait ce non-lieu-là. Le juriste, malheureusement, c'est des sujets d'actualité. Est-ce qu'avec l'évolution, on a encore de raisons de continuer à douter de ce qu'on a à faire plutôt à des dossiers purement de droit? Ah non, je pense que je l'ai déjà dit. Si vouloir croire que... Mais vous ne changez pas aujourd'hui d'avis? Non. Le professeur l'a dit, je suis d'accord avec lui que la vie est faite d'évolution et puis à l'arrivée... C'est savoir, le juriste a évolué aussi? Bien évidemment, dans notre domaine, on parle de revirement de jurisprudence. Parce que oui, on peut changer de langage, on peut évoluer, la vérité d'hier n'étant pas celle d'aujourd'hui. Mais par rapport à ces dossiers, il faut dire que les gens ont été arrêtés dans des cadres donnés, comme je l'ai dit, les violences électorales, les questions, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Donc on sait d'où est-ce qu'on est parti. Maintenant, on reproche maintenant aux gens le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, atteinte à la sécurité de l'État. Est-ce que ces faits réellement sont constitués ou bien ces faits relèvent de l'imagination de certains ou de certaines personnes? Moi, je ne saurais le dire. Mais une chose est sûre, lorsque vous observez, je l'ai déjà dit, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau
de l'arrestation, il y a eu quand même de problèmes par la suite parce que quand on a arrêté les gens comme on les a arrêtés et qu'on revient à l'instruction, c'est que nous ne sommes plus dans une procédure de flagrance. Or, l'arrestation telle qu'elle a été conduite est digne d'une procédure de flagrance. Donc, il y a quand même là une première faute en tant qu'avocat procédurier. On doit d'abord régler cette question. Et vous l'aurez constaté avec les avocats que c'est sur cette question, les gens ont d'abord tiré entre eux. Déjà là, si vous allez désormais devant la commission d'instruction de la Criette, c'est que l'arrestation, il fallait au moins avoir une convocation ou un mandat d'arrêt. On n'était pas dans ce cas. Vous avez arrêté les gens comme si c'était une procédure de flagrance. On revient maintenant devant la cour et vous dites non, que ce n'est pas le flagrant délit, il faut aller en instruction. Donc il y a une première faute. Là, on est factuel. Ce n'est pas une invention. C'est ce que je dis, on est factuel, ce n'est pas une invention. L'autre volet, il faut comprendre que je suis d'accord, M. Bertin Corvi a fini par rejoindre. Je ne sais pas si j'étais son conseiller. Si j'étais son conseiller, j'analyse la situation du pays. Je ne sais pas si je lui aurais proposé mieux. Et oui, je le dis parce que j'aurais compris que nous sommes en présence d'un dossier purement politique. Et je vais vous dire une chose. Vous tirez cette conclusion que c'est purement politique? J'ai dit si j'étais son conseiller, je ne le suis pas. Vous savez, il y a ce qu'on dit sur les plateaux, il y a ce qu'on pense réellement. Et qu'on peut dire aux gens réellement. Il ne s'agit pas de se mettre sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, à tirer à boulet rouge sur tout, à dire non, à jouer les durs. Non, vous jouez les durs, moi je suis libre ici ou bien n'est-ce pas? On est venu sur le plateau, je vais rentrer chez moi librement. Mais les autres sont enfermés. Donc il faut leur donner les conseils qui puissent quand même les aider à sortir de là où ils sont. Alors si j'étais son conseiller, je ne pense pas que je lui aurais conseillé mieux. Parce que si vous n'arrivez pas à faire... Autrement, on est en analyse. Quand on observe, la couverture politique devient alors une couverture de protection. Plus d'assurance même que la justice. Mais vous savez, nous ne sommes pas hypocrites. Non, on est sur le plateau. Moi je le dis, vous savez, je l'ai dit, l'État est puissant. On parle de la toute-puissance de l'État. Il faut reconnaître d'abord que l'État est puissant. Il faut reconnaître d'abord que l'autorité est puissante. Après, vous allez constater que quand l'État est trop puissant, ça pose un problème pour les citoyens. Mais quand il n'est pas puissant, quand il est faible également, ça pose un problème pour les citoyens. Donc, reconnaître que l'autorité, c'est elle qui a le pouvoir de décider, c'est déjà un premier point qui vous permet de voir vos forces et faiblesses pour savoir quelle position vous adoptez. Et donc, moi, c'est ce que j'aurais conseillé à M. Bertin Corvi parce que j'aurais compris, j'aurais compris que c'est un dossier éminemment politique et vous pouvez être le plus brillant avocat au monde. Les dossiers politiques ne se gagnent pas dans les prétoires. Ah, ça se gagne où? Les dossiers politiques, ça se gagne où? C'est les dossiers qui ont vraiment des implications judiciaires. Et là, vous savez que vous avez votre compétence en tant qu'avocat, oui, grand pénaliste, et vous allez là-bas. Lorsqu'on a recruté le cabinet de Moretti, qui est venu avec son assistant qui gère actuellement son cabinet en France, ils ont gagné quel dossier où? Le cabinet de Moretti, ils sont venus à la Criette là. Ils ont gagné quel dossier où? On a recruté des avocats internationaux. Ils sont en train de se balader devant la Criette là. Ils ont gagné quel dossier où? Ils vont gagner ça où? Donc c'est politique. C'est les débats, c'est lorsque la question elle est purement judiciaire et qu'elle est purement technique qu'on gagne dans les prétoires. Sans cela, il faut, aujourd'hui je le dis, et moi, vous savez, j'ai la chance de ça une contribution et tout ça. C'est une contribution. Donc, pour que les gens puissent comprendre. Il faut faire les couloirs des arènes politiques. Lorsque M. Bertin Corvi est revenu avec un mandat d'arrêt qui n'a pas été levé, vous avez vu, il a circulé, n'est-ce pas? Il serait resté dans la posture de l'opposant d'hier, que c'est déjà depuis l'aéroport l'aurait accueilli. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'il dit, en fait, il faut être factuel. Je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais ou tout est bon. Non. C'est-à-dire l'indépendance de la justice, elle est d'abord organique et puis après fonctionnelle. Du point de vue organique, c'est-à-dire c'est la loi qui donne. Et la loi a donné cette indépendance à la justice béninoise. Donc la justice béninoise, du point de vue de la loi, est indépendante. Il n'y a pas de débat autour. Mais sur le volet fonctionnel, parce qu'après tout, nous sommes des humains et que chacun veut, par exemple, une promotion dans ce qu'il fait et que votre promotion dépend de quelqu'un et qu'après, chacun a une famille à nourrir et qu'après, chacun a des engagements et qu'après, il y a quand même des gens qui, naturellement, sont des peureux. Et donc, dans tout cela, il faut analyser et être objectif quand il s'agira alors de conseiller des gens qui se retrouvent, je le dirais, en embuscade, face donc à un État trop puissant ou à des individus qui se transforment en léviathans et autres, et savoir maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour mieux gérer. Et c'est ça, je vous le dis, je vous jure, vous allez observer, vous pouvez aller prendre le plus brillant avocat aux États-Unis, en France, en Belgique et revenir, peu importe le pays, c'est pas seulement le Bénin. Si jamais le dossier n'est pas un dossier purement judiciaire et autres là, et que c'est politique, je vous assure, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas gagner, parce que pour gagner, il faut d'abord que le politique qui a le pouvoir puisse vous permettre de gagner avant que vous n'ayez gagné. Et là, on va dire que mais voilà un avocat qui est incompétent. Non, la compétence n'est valable que là où elle est utile. Il y a des limites. Oui,
là où elle est utile. Et vous allez voir, autre compétence également, c'est d'avoir du flair. À un moment donné, quand vous avez fini de théoriser, le professeur l'a dit, quand vous avez fini de théoriser, ça dit vous prenez un peu de recul pour voir ce dossier en réalité. Quels sont les contours? Ça nécessite quoi? Comment sont gagnés? Puisque ce qui vous intéresse, vous, c'est de gagner le dossier. C'est d'obtenir la libération de votre client. Eh bien, c'est de cela il est question. C'est d'obtenir la libération de votre client. Et donc, à des moments donnés, il faut juste comprendre. Et c'est pour cela qu'il dit il faut être objectif et comprendre que les dossiers dont il est question, peut-être que ce qu'on reproche aux gens sont vérifiés, mais il y a quand même des ramifications politiques. Il y a des ramifications politiques. Vous étiez sur une piste, là, quand on parlait de Mme Rekia Madougou. On reviendra sur la piste, là. Mais le professeur, qui, d'ailleurs, vous êtes analyste politique, est-ce que les données que l'homme de droit évoquait tout à l'heure sont des éléments qu'il faut savoir prendre aussi parfois en compte face à des dossiers judiciaires? Monsieur, c'est Henri ou Landry? Je sais qu'il y a Angelo. Landry, Angelo, oui. Landry, Angelo, Adélacon. Oui. C'est un bon analyste. C'est ça. Et il sait prendre des éléments à des moments où il faut et les combine. C'est ça. J'ai la preuve que j'ai un juriste devant moi. C'est ça. Et tout à l'heure, vous l'avez présenté comme quelqu'un des droits humains. Oui, le consultant, oui. Droits humains, c'est pas donné à n'importe qui. J'ai fait 15 ans seulement avec Amnesty International en son temps. Et en fait, quand il a fini de parler là, oui, il a tout dit. Sérieusement. Donc on peut je l'attendais qu'il dise, qu'il tire une conclusion. Et je vais commencer à applaudir. La conclusion serait de dire, si Bertin Corvy a pu changer de veste aujourd'hui pour bénéficier de ce dont il bénéficie là, pourquoi ne pas amener les autres qui se disent opposants à revoir, pas nécessairement leur position, les démarches hautement subjectives qui les auraient conduits à des conditions temps et temps, rentrer en eux, faire un peu plus d'humilité. Il a dit, j'aurais été son conseiller que c'est sa position à lui. Reste à savoir si l'autre va accepter. Point d'interrogation. Alors, oui. La conclusion serait de dire, Madame les Rekia Madougou, les Joël Aïvor, grands constitutionnalistes, donc ce n'est pas que de la théorie qu'il s'agit quand on est en droit. Il y a aussi le fait de savoir regarder la courbe et voir sa pente montante ou descendante pour dire, pour que certains avocats disent, nous plaidons coupables. Là, c'est déjà, au plan religieux, c'est le repenti qui apparaît. Et ça apaise le jeu. Et c'est à cette condition qu'on pourrait parler ou évoquer pas d'une réconciliation, d'une grâce ou d'une amnistie. Là, vous faites aussi déjà indirectement de la consultation à ceux-là. Donc, on n'a plus que 4 minutes pour nous séparer. Oh là là, ça passe si vite, ne vous en faites pas. Oui. Votre disponibilité nous permettra d'aller à un autre plateau un de ces jours. Oui. Mais en attendant, avant qu'on ne se sépare, dites sur ces dossiers qui focalisent l'attention et qui font monter le mercure, il faut le reconnaître. Qu'auriez-vous à conseiller? Le mercure ne monte plus. Non. Depuis que les gens là sont arrêtés, le mercure ne monte plus. Ah bon? On était dans une psychose. Je pose la même question au juriste. Le mercure a-t-il finalement chuté au Bénin? Je pense qu'il n'a pas chuté, il est latent. Il est latent. Ok. Merci pour la contribution de chacun. Si vous devez conclure, que diriez-vous? Je dirais que le pays va très bien et les réformes sont en train de prendre forme pour que le Bénin avance davantage. Merci beaucoup. Votre conclusion, ce sera quoi?
J'inviterai tout simplement ceux qui sont concernés à adopter le meilleur discours, le bon discours, et surtout inviter les politiques, dont l'Assemblée nationale et le chef de l'État, à aller à une loi d'amnistie afin de permettre d'arrêter tout cela pour ne pas parler d'illusion dans les affaires judiciaires. Donc c'est une loi d'amnistie qui est aujourd'hui la solution. Je fais le plaidoyer pour cela. Merci à vous, monsieur Landry Angelo Adelacourt. Merci à vous, monsieur Daniel Quenom. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. La disponibilité, nous l'avons dit, de nos invités nous permettra de revenir sur la suite de ce débat, pourquoi pas. À très bientôt. Et Mère Teresa, ce qui est important, c'est l'intensité de l'amour que vous mettez dans le plus petit geste. Prenez soin de vous. À très bientôt. If they want to get you